l'idée aussi de parler avec concision plutôt, puisqu'on est nombreux, pour que tout le temps que la parole puisse vraiment circuler, et de partir et de parler à partir de soi, de son je trouve, on se représente soi-même, je trouve, je suis, je suppose, j'aimerais, je voudrais, je trouve que, j'imagine que, ça permet d'être plus clair avec soi-même et surtout de moi, ça me permettra de mieux comprendre ce que vous voulez dire aussi. Là, la perspective dans laquelle on se situe aujourd'hui, c'est qu'on est face à une situation contrainte, objectivement contrainte, mais que nous sommes prêts, nous avons entendu les alertes et nous sommes prêts à entendre d'autres hypothèses. Je tiens à dire que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle n'occulte en rien la difficulté humaine que ça représente pour les personnes concernées. C'est bien pour ça qu'il faut qu'on se donne des perspectives claires dès maintenant à court terme, d'accord ? Parce que la situation actuelle, elle a des conséquences humaines qu'on entend. Il y a trois contraintes il y a trois éléments que nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte. Quelles que soient les hypothèses alternatives qu'on va écouter, elles devront répondre à ces trois enjeux-là, parce qu'on n'a pas le choix. Un, il y a la question de l'amiante. Le bâtiment Édith Augustin est très fortement amianté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas dangereux à court terme, d'accord? Sinon il y aurait eu des décisions qui auraient déjà été prises. Par contre, ça empêche de faire tous travaux dans la résidence d'Augustin en site occupé. En 2016, il y a eu des travaux qui avaient été engagés pour refaire les salles de bain, pour améliorer la peinture de certains appartements. Tout avait dû être stoppé du jour au lendemain, les agents peuvent en témoigner, parce qu'il y avait eu des alertes techniques sur le fait que c'était dangereux. Deuxième point, la situation financière du CCAS. Aujourd'hui, il faut savoir, à Poitiers comme partout en France, si vous avez un lien avec notamment d'autres collectivités, la situation des politiques sociales publiques, elle est très préoccupante. Elles sont de moins en moins soutenues par l'État, par le département, et ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle un effet ciseau, c'est-à-dire qu'on a des dépenses qui augmentent très fortement, les dépenses d'énergie, les dépenses de personnel, et les dotations n'augmentent pas. Ça veut dire qu'on doit faire le même service avec de moins en moins de moyens pour faire vivre ce service. Cette année, on est à plus 30%. La ville de Poitiers soutient à hauteur de 13 millions d'euros le CCAS cette année, c'est énorme. Voilà, c'est difficile d'avoir les ordres de grandeur en tête, c'est énorme. C'est énorme, on en est fiers, je ne mets pas en question ce choix politique. Par contre, on ne pourra pas faire ça tous les ans. Et puis le dernier point, et après je vous laisse les demandes évoluent, c'est-à-dire que ce que privilégie les gens, c'est le fait de rester dans leur maison le plus longtemps possible. Ce qui veut dire qu'on doit développer les services en termes d'accompagnement du maintien à domicile. Et le CCAS le fait beaucoup. Notre service public, si on ne veut pas perdre la main, notamment par rapport au secteur privé, il faut qu'on s'adapte aux besoins des gens. Et c'est dans cette orientation-là que nous avons proposé cette perspective. Voilà. Donc maintenant, la situation est ce qu'elle est, c'est suspendu, vous connaissez nos contraintes et on peut réfléchir ensemble à comment avancer. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc, dans la mesure où il n'y a pas besoin de travaux immédiats et qu'il y aura des travaux certainement à faire un jour ou l'autre, comme dans tout bâtiment, mais il n'y a pas d'urgence. Donc, ça peut pas être un argument pris pour fermer maintenant. C'est quoi la question? Ben, c'est pas une question. Je réponds à l'argument en disant que pour moi, le problème de la viande n'est pas un problème. Simplement. Et que ce n'est pas un argument pour fermer maintenant, tout de suite. Comme il n'y a pas d'urgence avec un non. Je travaille en soins palliatifs, donc au CHU. Il y a de l'amiante. Prochainement, nous allons avoir des travaux faits dans 2 chambres. C'est un service de 10 lits. Donc, nous allons continuer à travailler avec des travaux dans le service, avec des patients très affaiblis dans le service, et ça va être fait et réalisé. Il y a eu du retard, mais c'est un autre problème. Donc, je rassure chacun que les travaux, en effet, comme dit monsieur, peuvent être réalisés. Nous avons parlé de contraintes financières qui sont réelles. Nous avons parlé de contraintes autres. Vous avez oublié de parler de contraintes humaines. Où est l'humain, madame? Où est l'humain dans notre société? Je ne sais pas si chacun a cette référence-là. On parlait du monopole du cœur, Mitterrand-Chirac. La gauche n'a pas le monopole du cœur, et là, vous en êtes une triste figure.
Tout à l'heure, on a parlé de personnes, comme quoi les gens, il fallait absolument du service. Madame la maire a dit à domicile, les gens souhaitent rester chez eux. C'est important. Mais ils sont chez eux, elle dit Augustin, Madame la maire. Ils sont chez eux. Ils ont un bail, ils sont chez eux. Et ils ont l'intention d'y rester. Ensuite, nous avons la vice-présidente, Madame Coralie Bruyé-Jean, qui marque sur son site internet « L'histoire sociale enseigne qu'il n'y a pas de politique sociale sans mouvement capable de l'imposer ». Elle cite M. Bourdieu. Donc Madame Bruyé-Jean, il ne suffit pas de citer M. Bourdieu, il faudrait comprendre. Donc là, imposer le mouvement social, vous l'avez devant vous. Donc merci M. Bourdieu. S'il vous entend, Madame Bruyé-Jean, et qu'il voit ce que vous êtes en train de faire, je pense que M. Bourdieu va se retourner dans sa tombe. Ensuite, les déclarations sur Karl Marx. Il va peut-être falloir relire Marx, parce que je pense que vous n'avez pas trop compris Karl Marx. Il y a peut-être un dysfonctionnement au niveau des représentants, au niveau du CCAS. Donc au niveau de mes propositions, moi je propose, j'ai une formation, j'ai travaillé à l'IGAS, donc inspecteur général des affaires sociales avec Pierre Nat, vous pouvez le noter. Dans les propositions, il serait bien qu'il y ait un audit et une inspection sur les méthodes et ce qui se passe au CCAS en ce moment. Peut-être informer l'IGAS sur ce qu'on est en train de faire sur les personnes âgées. C'est des personnes vulnérables, des personnes fragiles, donc vraiment proposition, prévenir l'IGAS. Le problème de déni public, certes, on peut en discuter, il y a des choix à faire, mais on peut discuter aussi de propositions alternatives dans ce cadre-là. Si il reste des places, une fois qu'on a pris en charge tous les dossiers, hein, bien sûr, qu'il faut débloquer, une fois qu'on les a pris en charge, il y a eu des propositions qu'on a vues dans la presse, accueillir des migrants, accueillir des personnes en très grande précarité. Moi, j'aimerais bien en avancer une autre, c'est la jeunesse. La vie n'est jamais si belle que quand on fait se rencontrer des vieux et des jeunes, parce qu'on partage les expériences, on partage le savoir. Est-ce que vous voulez vraiment avoir encore 10 réunions où on va opposer l'écologie au social? Ou est-ce que vous voulez qu'on construise ensemble un projet de justice, de solidarité et un projet écologique? Moi, je pense que c'est ça l'enjeu pour la ville. Bonjour messieurs, mesdames, bonjour madame la maire, je suis Dr Canet qui vous a écrit au tout début de cette histoire, pour lequel vous n'avez répondu que très tardivement avec une lettre passe-partout que mon frère a reçue aussi. Ce système-là m'a aidé à pouvoir maintenir dans une liberté totale des gens totalement valides et intellectuellement tout à fait sains, sans aucun déficit. Si ce service ferme, pour nous, c'est le quartier perd une aide sociale très très importante. Parce que les gens que nous avons dans ces foyers n'ont pas les moyens d'aller en EHPAD. Sinon, ils iraient en EHPAD éventuellement. Ou ils iraient chez Domitis. Et ici, ils payent 600 € par mois. Chez Domitis, c'est 1800. Ici, le repas est indexé sur le revenu du résident. Et Domitis, c'est 14 €, quoi que vous ayez comme revenu. Et ça, ce n'est pas social. Donc je pense que notre rôle à nous, c'est de maintenir ça. Depuis que la décision a été prise le 1er février par Madame la maire, on a vu les gens tomber. Moralement, ils tombent. C'est le syndrome de glissement. Ils ne se raccrochent à rien. Ils n'ont plus envie de vivre. Ils parlent de se jeter du 3e étage. Ils parlent d'espérer mourir avant le 31 décembre pour ne pas vivre le déménagement. C'est des mots que nous, soignants, ne pouvons pas entendre. Surtout quand c'est tous les jours et à tous les étages. Et si le foyer est insalubre, il faut en reconstruire un autre, mais pas en fermer un. Et même pas un, il faut en construire 5 ou 6. Parce qu'avec le vieillissement de la population aujourd'hui, nous en aurons besoin dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on maintient les gens à domicile. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des EHPAD. On a su ce qui se passait dans les EHPAD. On voit ce qui se passe aujourd'hui dans les crèches. On a le même problème dans les crèches. Et si le service public abandonne cette partie-là, on ferme les yeux sur tout ce qui va se passer dans les lieux privés ou dans les EHPAD privés. Ils n'ont aucun souci, c'est le chiffre d'affaires. Et l'argent ne va pas au service des résidents. Est-ce vous, Madame Monconduit, qui poussez la porte de leur appartement 2 à 3 fois par jour? Est-ce vous qui les voyez pleurer? Est-ce vous qui les voyez par moments prostrés dans leur fauteuil? Est-ce vous qui les entendez hurler de douleur et de peur en silence? Est-ce vous, comme l'a dit le Dr Canet, qui modifiez leur pilulier pour augmenter leur anxiolytique et leur antidépresseur? Des preuves, si vous voulez, vous en aurez. Malheureusement, des ordonnances avant-après et des certificats médicaux à l'appui.
Venez donc habiter le foyer quelques jours avec eux, avec Magali et Muriel, les aides-soignantes, le personnel, vous comprendrez mieux. Les clés de certains appartements, elles sont là, entre nos mains. Aujourd'hui j'ai peur, oui, j'ai peur de pousser certaines portes, car je ne sais plus quoi leur dire pour les réconforter. En effet, la girouette que vous êtes vous fait perdre la tête. Oui, j'ai peur de pousser certaines portes et de voir ce que je ne veux pas voir. Car oui, des propos suicidaires, ils m'en ont confié. Car oui, en tant que professionnel de santé, des syndromes de glissement, j'en ai repéré. Par contre, je n'ai eu à relever aucune chute en 12 ans d'exercice à cause de ce fichu bagadouche. J'ai peur, car oui, je sais que ce que vous réduisez à un coût financier et à un choix politique sera le déménagement de la mort pour certains. Une communication informative et attractive pour remplir vos résidences autonomie vous aurait permis de gagner de l'intérêt au lieu de perdre la confiance de la population. Vous êtes plusieurs à nous avoir proposé. D'ailleurs, on l'a entendu aujourd'hui, on l'a entendu hier, on l'a entendu lors de d'autres sessions d'échange, à pouvoir, je dirais, mixer les publics accueillis à la résidence L'Île d'Augustin. Aujourd'hui, dans la loi, on est obligé d'avoir maximum 15% de personnes qui ne soient pas des personnes âgées si on veut garder le statut de résidence autonome. Ça, on est allé demander, pour l'instant, une dérogation n'est pas possible. Si on veut travailler sur les projets tels que vous les proposez, je ne dis pas que c'est pas possible, d'ailleurs, c'est intéressant, ça fait partie des pistes qu'il faut vraiment qu'on creuse. Ça veut dire perdre le statut de résidence autonomie parce que là, c'est le cadre législatif qui est comme ça, on n'a pas le choix. Donc il faudra bien peser le pour et le contre. Ça veut dire quoi, perdre le statut? Ça veut dire peut-être un peu moins d'accompagnement, mais en contrepartie d'un remplissage total de la résidence. Enfin, voilà, ça se réfléchit dans ce cadre-là, en tout cas. Je ne dis pas que c'est pas possible, voilà les contraintes dans lesquelles on se situe. Le département de la Vienne, c'est l'avant-dernier de France en termes de financement de la dépendance. C'est la loi qui le dit, c'est des chiffres publics. Ça veut dire que dans la Vienne, on est beaucoup moins bien doté qu'ailleurs pour faire financer ces services publics. Donc on peut faire porter la responsabilité sur la commune et on l'assume. Le problème, c'est qu'on est toujours en bout de chaîne. C'est nous qui portons la responsabilité de ces choix d'autres. Et tant que la pression, elle ne porte pas sur ces autres, ils n'ont aucune raison d'engager des politiques sociales plus ambitieuses. Si votre majorité, si les élus dénoncent les politiques publiques de l'État, elles peuvent aussi participer à des mobilisations contre ces politiques publiques de l'État et y participer. La collectivité le fait. Dans plusieurs cas, la collectivité s'oppose à l'État. La ville s'oppose aujourd'hui à plusieurs demandes de la préfecture de retirer des délibérations. C'est tout à l'honneur de la ville de défendre les libertés associatives et de maintenir les subventions à Alternativa, de défendre le projet de la SIG Ceinture Verte et la participation en capitalisation à la SIG Ceinture Verte, qui sont deux délibérations que la préfecture demande de retirer, qu'elle considère comme étant illégales et où la collectivité, par courage politique, si vous le souhaitez, défend ces délibérations et assume d'engager des frais d'avocat et de perdre du temps sur ces projets, mais de les défendre, puisque sinon, en fait, aujourd'hui, malgré des postures et le fait de défendre que la collectivité critique l'État et le département qui ne finance pas assez, mine de rien, derrière, les premiers à souffrir de ces décisions, ça reste les habitants, nos collègues, et du coup, même si l'État est responsable de la baisse des subventions, ça fait que c'est toujours nos collègues qui trinquent, c'est toujours les services publics qu'on ferme. Je tiens à dire que les papis-mamies, ça fait quelques semaines où ils ouvrent la NR, le centre presse. Un coup, il y a report du projet, après hypothèse de travail. Alors j'espère qu'aujourd'hui, ça ne sera pas un grand oral. Et la balle est dans le camp de Madame la maire, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. On peut faire gagnant-gagnant. Et dès aujourd'hui ou dès demain, vous marquez un bel article. On arrête le projet. Il n'y a pas de suspension, il n'y a rien du tout, on arrête de jouer sur les mots. Les papis-mamies ont des versions différentes, ça nous trouve demain dans le journal. On retire des gagnants-gagnants. Tout le monde a gagné. Vous avez un super projet, Madame la maire, mais bondissez dessus, vous avez une super résidence autonomie. Il y a un petit épicier qui passe avec le camion, il y a des voisins qui viennent, les gens ils viennent avec leur chien, on fait un Scrabble. Il y a une vie, mais venez, mais sautez dessus, Madame la maire, c'est un super projet. On compte sur vous, Madame la maire. On a fait beaucoup de réponses très factuelles depuis le début et je crois que c'est vous, madame, qui m'avez demandé est-ce que vous voulez fermer la résidence autonome? Alors je vous dis clairement,
Non, j'ai pas été élue pour ça. Nous tous, on n'a pas été élus. On va quand même pas se quitter en se fâchant alors qu'on s'est bien écouté jusque-là. On peut ne pas être d'accord, mais notre priorité, et je vous prie de bien vouloir me croire, c'est de sauver le service public à Poitiers. Et ce à quoi je m'engage, c'est que nous étudions très sérieusement toutes les propositions qui ont été formulées aujourd'hui, comme lors des derniers rendez-vous. C'est à la fin, c'est le conseil d'administration du CCS qui prendra la décision. D'accord ? Le conseil d'administration du CCS. Mais, donc dans ce cas-là, la réunion n'a servi à rien. Moi, je considère que